Merci beaucoup aux organisateurs, merci beaucoup au public. Alors je voudrais parler de Spinoza, mais je voudrais parler d'une autre Spinoza qui n'est pas le plus connu. Ce n'est pas le Spinoza philosophe. Je vais parler d'un texte qui ne se trouve pas dans l'éthique ou dans les traités théologico-politiques, mais dans la correspondance. C'est un texte très particulier parce qu'il raconte une rencontre qu'il a fait avec un sujet colonisé. Mais c'est une rencontre assez particulière parce que c'est une rencontre onirique. Alors, ces textes présentent un avantage, c'est dans de peu témoignages des philosophes de l'âge classique qui parlent d'une rencontre avec un sujet colonisé. Hobbes, par exemple, parle des autochtones américains pour donner un exemple de l'état de nature, mais néanmoins, il ne parlait pas de leurs conditions de colonisés. Alors, avant de commencer avec le texte de Spinoza, j'aimerais bien rappeler deux points. En premier lieu, Spinoza a cultivé le commerce avec les colonies avant de se consacrer à la philosophie. Cependant, il ne réfléchit pas sur la colonisation ni sur l'exploitation coloniale. Dans les textes philosophiques, il ne parle que de l'esclavage dans un sens abstrait et de la domination dans un sens généralisé. Le deuxième point est que la rencontre décrite par Spinoza, comme je disais tout à l'heure, est une rencontre onirique. C'est-à-dire, c'est un rêve qu'il a, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Elle aurait pu se passer réellement, car Amsterdam, ville qui à cette époque tire un grand profit de l'esclavage et de la colonisation, la rencontre avec un sujet esclave, avec un sujet colonisé, destiné aux exploitations coloniales, ne devrait pas être rare. Ces deux points nous préviennent du fait que Spinoza ne tire aucun enseignement philosophique de la rencontre qu'il décrit, puisqu'il regarde les sujets colonisés plutôt du point de vue du commerçant qu'il a été que du philosophe qu'il est. Alors, avant de commencer avec les textes, j'aimerais bien expliquer un peu le contexte. Alors, ce texte-là apparaît dans une lettre adressée à Pierre Balin, qui est un ami du philosophe. Alors, Pierre Balin raconte à Spinoza qu'il a eu un présage. Alors, Pierre Balin entendait des cris et des pleurs pendant la nuit de son enfant, mais après il s'est réveillé, il n'y avait pas de... son enfant dormait. Alors ce qui s'est passé plus tard, c'est que son enfant est mort. Alors il raconte ça à Spinoza, Spinoza dit, en fait, ce qui vous est arrivé, c'est un présage. Et en fait, moi, je vais vous raconter un cas, un rêve à moi, qui pourrait expliquer un peu le cas des présages. Et c'est là où Spinoza offre cette rencontre que je vais lire. Alors, je cite Spinoza. Je puis vous confirmer en même temps expliquer ce que je vous dis par là, ce qui m'est arrivé à moi-même. Un matin, alors que les ciels déjà s'éclairaient, m'éveillant à la suite d'un rêve très pénible, les images qui s'étaient présentées à moi dans le rêve se sont offertes à mes yeux avec autant de vivacité que si ce étaient des objets réels. En particulier, celle d'un certain Brésilien noir et crasseux que je n'ai jamais vu auparavant. Cette image disparaissait en très grande partie quand, pour me soulager, j'ai fixé mon regard sur un livre ou quelque objet d'autre. Mais sitôt que j'ai détourné les yeux et que j'ai cessé de regarder attentivement quoi que ce fût, la même image du même nègre réapparaissait avec la même vivacité à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, peu à peu, elle disparut de mon champ visuel. C'est la lettre 17 de la correspondance de Spinoza. Alors, ce que nous voudrions souligner ici, c'est que la rencontre onirique que cette missive nous offre est le personnage lui-même, le nègre, éthiopien, brésilien, crasseux, esclave. Chez un philosophe comme Spinoza, où une précision terminologique obsessive privilégie la déduction face à la description, l'inventaire qu'il a fait pour affirmer ce que dans son ouvrage théorique aurait pu entrer dans la catégorie des hommes n'est pas banal. Alors qu'à nos yeux, le plus grand intérêt du récit d'un songe est de partager les sensations qu'il produit chez les rêveurs, Spinoza néglige complètement ces sensations dans son récit, tout en se concentrant sur la description d'un personnage qui pourrait paraître neutre, entre guillemets. Mais en réalité, les descriptions des esclaves n'ont jamais été neutres. Il y a toute une littérature commerciale où les esclaves sont décrits avec des grandes nuances pour pouvoir les classifier mieux et les contrôler. Alors, c'est la manière dont il qualifie les rêves, ainsi que l'animosité avec laquelle il essaie de se délivrer de l'image,
qui laisse voir qu'il s'agissait d'une vision fort désagréable. On peut ainsi interpréter que le portrait qu'il a fait du Nigri Scabiossi est suffisamment précis pour que l'interlocuteur ait preuve de sensations similaires à celles qu'il a pu ressentir sans avoir besoin de les expliciter. C'est la raison pour laquelle une analyse des termes employés par les philosophes nous semble nécessaire. Cette analyse nous permettra d'étudier l'imaginaire colonialiste chez un philosophe qui a théorisé la manière de se délivrer de l'imagination pour avoir accès à la connaissance rationnelle. Alors, le premier point à noter est que l'usage de tous les termes ne peut se référer qu'à la colonisation. Ainsi, nous appellerons sujet colonisé celui que Spinoza a qualifié de Nigri Scalabriosi, parce que c'est la colonisation qui est le vecteur capable de lier toutes les réalités qu'elle cite autour d'un même sujet. À partir de là, nous montrerons comment chaque terme fait plus précisément la conjonction entre l'imaginaire colonial et d'autres imaginaires qui, dans la philosophie spinoziste, ont été apparemment refusés pour configurer l'identité du sujet colonisé. On commencera par le terme brésilien, parce que c'est le seul terme qui est analysé par les commentateurs de Spinoza. Bertrand Ogilvy, qui mène une analyse freudienne du rêve de Spinoza, interprète le fait que Spinoza assure qu'il n'a jamais vu cet homme auparavant, comme voulant dire qu'il le reconnaît bien, qu'il le reconnaît entre parenthèses re. En effet, toute une série de commentateurs a cru reconnaître dans la figure de cette noire Scabiosi la figure de Henrique Dias, qui est un leader d'une révolte au Brésil contre la colonisation hollandaise. Samuel Foyer, tout en qualifiant les Noirs de terroristes, soutient qu'il est la représentation de toutes les craintes qu'un juif comme Spinoza peut ressentir. Ainsi, il n'hésite pas à identifier les Brésiliens sous le nom de Henrique Dias, dirigeant des révoltes des Noirs contre les Hollandais qui a permis au Portugal de récupérer le Pernambouc et de brûler de nombreux membres de la communauté séfarade qui s'y étaient installés. Cet avis est également partagé par Michel Beltran, qui, plus prudent que Foyer, signale qu'il s'agit seulement d'une possibilité, bien qu'il soit assez solide. Nicolas González Varela, qui mène une analyse très approfondie de cet épisode et de son contexte, considère également le fait qu'il s'agirait de Dias, l'esclave qui, sans formation militaire, a vaincu le célèbre Maurice de Nassau. Le premier terme utilisé par Spinoza pour décrire ce sujet colonisé est celui de Nigri. Une analyse du problème en termes raciaux serait tout à fait inexacte, car la catégorie des races, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'existait pas à l'âge classique. Dans les Provinces-Unies, l'idée que les Africains étaient des descendants de Cham, les fils maudits de Noé, pour l'avoir humilié, était très répandue. Cette malédiction explique qu'aux yeux des Néerlandais, que tous les Africains soient des peuples sauvages, bestiaux et lascifs, comme l'explique Pieter C. Emmer, historien hollandais qui a consacré tout un ouvrage à la traite des Noirs néerlandaises. Mais ce n'est pas la négritude qui a dû frapper Spinoza, dans ce sens, car il refuse toute explication théologique de la réalité. Ce n'est pas non plus sa rareté, l'effet de n'avoir jamais vu une personne de couleur auparavant, car l'art de son époque nous témoigne qu'il était assez courant dans les familles bourgeoises hollandaises d'avoir des personnes de couleur travaillant à la maison. On peut voir ça dans les portraits, par exemple, de Rubens, où on trouve des personnes de couleur qui décorent, parce qu'en fait, c'est ça la question, la famille bourgeoise hollandaise. Alors, je passe à la notion de Scabiosi. La notion de Scabiosi qui peut être traduite pour crasseux, pour lépreux. En fait, c'est la lèpre. Après le XVe siècle, et surtout après le XVIe siècle, les léproseries européennes se vident, d'après Michel Foucault. Mais c'est aussi après le XVe siècle et surtout le XVIe siècle que la lèpre devient une épidémie à cause de la traite d'esclaves, en même temps qu'elle perd le caractère quasi sacré qu'elle a eu pendant le Moyen-Âge en Europe. La lèpre, rappelle Nicolas González Varela, devient la maladie par excellence des esclaves noirs, une affliction, selon les Européens, exclusive des esclaves considérés comme inférieurs. Ni la conception religieuse, ni la conception sécularisée n'échappent à la connaissance de Spinoza, connaisseur des textes sacrés d'un côté et du commerce avec main d'œuvre esclave de l'autre. Alors, le troisième terme, c'est éthiopien. Le troisième terme permet d'expliquer
une incohérence qui se trouve dans la lettre. Parce qu'en fait, c'est une lettre sur les présages. Spinoza raconte son rêve, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à voir son rêve avec les présages. Alors, si on fait une recherche étymologique, bon, pas étymologique, mais du terme à Éthiopie, on peut trouver les liens, comme je vais essayer de montrer. Alors, en fait, on sait bien que ce n'est pas un Éthiopien, le sujet, c'est un Brésilien, il a dit clairement. Alors, pourquoi il utilise le mot éthiopien? Dans l'univers esclavagiste de l'époque, l'Éthiopien a le funeste honneur d'être l'esclave le plus recherché, le plus précieux, dû à sa consistance physique qui lui permettait de résister mieux aux abus de l'exploitation coloniale. Jan Huygen van Lieshoten, connu comme le Marco Polo hollandais, explique dans son journal de voyage, quelques années avant la naissance de Spinoza, sa préférence pour les esclaves de l'actuelle Éthiopie. Je cite, « Parce qu'ils sont plus forts, ils font le travail les plus sales et les plus durs. Il semble que ce type d'Africains existe seulement pour notre usage. » Fin de la citation. La terminologie employée pour se référer à l'écriture peut également éclaircir une incohérence manifeste entre les sujets de la lettre et les récits de Spinoza. La lettre où la rencontre est décrite porte sur la possibilité des présages. Il faut toujours avoir en tête. Elle s'ouvre sur les présages de Pierre Valin, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et alors Spinoza raconte son rêve pour montrer qu'il sait bien de quoi il parle. Alors, toutefois, à la fin du récit du rêve, il affirme qu'il ne s'agit pas du même genre de vision. Il dit, en fait, votre rêve, Valin, c'était un présage, pas le mien. Alors, il s'agit de visions produites par deux genres d'imagination complètement différentes. La vision de Spinoza est due à la constitution du corps, elle peut être comprise comme un délire, alors que celle de Valin, qui ne dépend que de l'âme, peut être considérée comme un présage. Alors, pourquoi donc Spinoza nous raconte cette rêve, s'il n'est pas un présage, alors qu'il veut expliquer les présages? Alors, un coup d'œil sur la littérature latine peut offrir une autre perspective. Dans l'abrégé d'histoire romaine, Florus, historien romain, nous apprend que lorsqu'un militaire comme Pompée se prépare pour la bataille, la rencontre d'un Éthiopien est un mauvais présage. Je cite Florus. Ils firent, en marchant au combat, la rencontre d'un Éthiopien, présage trop certain d'un malheur. Fin de la citation. Mais ce n'est pas seulement chez Florus que l'on trouve cette affirmation. Juvénal, dans sa 4e satire, dit bien qu'un Éthiopien, je cite, monstre d'affreux présage. Ainsi, on voit bien donc les liens inconscients qui se trouvent chez Spinoza quand il parle des présages et des Noirs éthiopiens. Les Éthiopiens, quoi qu'ils fussent les esclaves les plus recherchés, étaient les plus rares. La plus grande partie des esclaves provenaient de la Côte d'Or ou de l'actuel Angola. Entre 1635 et 1645, autour de 25 000 esclaves sont déportés au Brésil, selon Peter C. Emmer. Après 1650, ayant perdu le Brésil, les Néerlandais dévient le commerce esclavagiste vers Curaçao pour mieux fournir la demande des colonies espagnoles. Spinoza a consacré des analyses très précises sur l'esclavage, mais sans jamais donner un exemple historique concret. À la différence du cas de Hegel, pour lequel Susan Book Morse, les analyses sur la dialectique entre les maîtres et l'esclave se référaient au cas particulier d'Haïti, nous ne pouvons pas soutenir une thèse semblable chez Spinoza. Il fait l'éloge d'Amsterdam, ville modèle pour lui, alors qu'il sait bien qu'une bonne partie de ces doux commerces qui fait la gloire d'Amsterdam fleurit grâce à l'esclavage. Spinoza, semble-t-il, ne qualifie pas les personnages qu'il a vus en rêve. Il se limite à les décrire tout en sachant que cette description produira chez le destinataire une sensation similaire à celle qu'il a produite chez lui. Cette catégorie, on disait tout à l'heure, qu'on peut accorder à ce personnage, c'est le sujet colonisé, pour tout ce qu'on vient de dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce personnage de la philosophie de Spinoza? Pourquoi ce problème-là? Parce que comment se peut-il qu'un philosophe de la raison, qui affirme que la raison doit vaincre les imaginaires qui aliènent les hommes tout en visant l'idée d'une certaine libération, comment peut-on trouver un amalgame similaire pour un sujet, pour un homme, qui se trouve dans une condition d'esclavage, de maladie, de malheur? Alors, pourquoi Spinoza ne traite pas cet homme-là comme une personne comme une autre courante, mais il applique tout un imaginaire esclavagiste et théologique qu'il refuse? Alors, bon, c'est la question. Je pense que c'est une des limites de la philosophie de Spinoza. Alors, pour conclure, j'aimerais bien voir un peu comment la littérature secondaire a traité cette question, comment on l'a refusé cette question, et pour voir qu'il s'agit vraiment d'un problème. Alors, je pense qu'on a 3 différentes catégories dans la littérature secondaire par rapport à cette question. Alors,
La variété des avis des commentateurs ouvre tout un éventail d'interprétations qu'il faut tenir en compte. Il y a un groupe d'auteurs qui soit ont négligé la figure du noir, soit ont voulu justifier à tout prix la position de Spinoza, qu'aujourd'hui on appellerait raciste. Et nous trouvons trois attitudes par rapport au noir brésilien de la part des commentateurs. La première est le silence. La deuxième est le refoulement. Et la troisième est la justification. Parmi les auteurs qui gardent le silence, on trouve Deleuze, Gilles Deleuze, qui n'ayant pas mentionné cette lettre dans les œuvres qu'il a dédiées à Spinoza, revient avec Félix Guattari de manière furtive sur cette missive dans une note de l'Antiodipe. Cependant, les auteurs ne retiennent de cette lettre qu'un problème de l'occultisme présenté dans le rapport Freud-Jung. La figure du nègre, que quelques lignes plus loin apparaîtra chez Deleuze et chez Guattari dans la bouche du schizo-révolutionnaire qui affirme, je cite Deleuze Guattari, « Je suis éternellement de la race inférieure, je suis une bête, un nègre ». Cette figure-là a été complètement ignorée dans la correspondance de Spinoza. Mais le cas peut-être le plus paradigmatique est celui de Toni Negri, qui a voulu à la fois étouffer et justifier cet épisode. La figure du colonisé apparaît dans l'ouvrage Commonwealth, écrit avec Michael Hart, pour donner un exemple de la figure d'un, je cite, Caliban anticolonial. Les auteurs, Negri et Hart, s'apprêtent à introduire un exemple, qui est celui que je viens de lire tout à l'heure, extrait d'un moment de la philosophie européenne qui, selon eux, je cite, ont pu exprimer le racisme ordinaire et la peur de l'autre, mais en lumière les pouvoirs de transformation du monstre. Fin de la citation. Les justifications de Spinoza arrivent tout de suite. D'un côté, l'information que Spinoza a des Noirs est manipulée par les Juifs marchands, ce qui explique son racisme. De l'autre côté, nous ne pouvons pas reprocher Spinoza d'être un raciste, parce que d'autres philosophes comme Kant et Hegel le sont aussi. Néanmoins, ce qui intéresse les auteurs de la lettre n'est pas la condition du Brasiliani, qui semble plutôt un fardeau, mais le fait qu'il exprime la puissance d'une imagination créatrice. Tout de même, cet extrait de Commonwealth présente un avantage par rapport au passage où dans l'Anomalie sauvage, qui est l'ouvrage de Toni Negri consacré entièrement à Spinoza, Toni Negri commente cette lettre. L'avantage est précisément le fait que dans Commonwealth, il relève le racisme dans la lettre, alors que, même si c'est pour le justifier, alors que dans l'Anomalie, il se limite, sans jamais toucher la figure du Negri, qui est la marge de la citation qu'il fait, n'est jamais mentionnée, de parler d'une figure de Caliban dont le représentant serait Adam, et faire l'éloge de l'imagination naturelle libératrice qui pourrait en effet contraster avec les visages crasseux du esclave noir de l'Épître. Alors pour conclure, cette attitude envers la missive montre bien que l'on se trouve devant un point difficile à traiter chez Spinoza. D'une part, les philosophes de la raison se laissent porter par l'imaginaire à leur dépenser la colonisation. D'autre part, on trouve du racisme chez un philosophe qui étudie les hommes par leur nature et non pas par leur accident. Tout cela est la cause de l'impasse chez le commentateur. Il est difficile d'accepter que le bon Spinoza valide la colonisation par son récit, qu'il ne se révolte pas contre l'esclavage, qu'il soit dégoûté par une personne non européenne. C'est là la contradiction du spinozisme qui ne peut pas être affectée. Je vous remercie de votre attention.